Je suis prêt. Ça, c'est une organisation. Ok. L'objet de la présentation, là, c'est une forme d'ouverture pour élargir un peu. Power BI est présent maintenant d'un point de vue de Microsoft et dans un écosystème. Alors, d'ailleurs, en préparant cet échange, MSBI, c'est un concept, en fait, finalement, une suite d'outils. Elle était assez claire avec l'époque SQL Server. C'est moins... il n'y a plus une MSBI 2022. Ça se mélange un peu plus avec de l'Azure. Et puis, on entend beaucoup parler de la Power Platform, dont Power BI a été un des pionniers outils dans cette suite. Voilà. Donc, l'idée un peu de cette séance, c'est d'élargir avec toujours cette... élargir, ouais. Petite présentation juste d'Alessencia, mais je l'ai présenté tout à l'heure, je vous rappelle, donc cabinet de conseil, nous spécialisés en BI, et on se focalise exclusivement sur les problématiques data intelligence et ingénierie. Le côté ingénierie, justement, c'est la capacité aussi à interroger des API. Chez nous, on a des développeurs .NET C# qui vont avoir cette petite capacité à je vais interroger une API, je fais du dev, donc Power Apps, on en parle le low code, code, soit du code avancé avec C# .NET, ou alors la capacité à monter en compétence sur des plateformes low code comme Power Platform avec du Power Apps. Voilà. Toujours avec une volonté et une vocation à la fin d'atteindre les enjeux de nos clients avec des cas d'usage toujours un peu plus complexes et à bien maîtriser. Donc voilà, l'objet de cette séance, le premier, c'est que quand on fait un sujet BI, l'ouverture que je voulais apporter, c'est que le projet BI ne se contente pas, je pense que ça ne l'a jamais été, de fournir juste un reporting BI. Les métiers n'arrivent pas en disant moi je veux un report BI avec cette analyse-ci, avec ces histogrammes et ce KPI. Ils ont souvent des problématiques avec des phrases déjà beaucoup plus en français dans leur jargon. Et puis le but, nous, c'est de comprendre l'enjeu, d'établir des ROI qui vont permettre de mesurer la bonne réussite du projet. Chaque métier souhaite toujours intégrer sa spécificité. Le fameux, beaucoup de métiers, oui, mais moi, c'est beaucoup plus compliqué que le voisin. Moi, j'ai ma petite spécificité dans ma BU. Chez nous, client, c'est pas comme chez les autres. Il y a toujours une spécificité à prendre en considération dans les outils. Le but étant de ne jamais perdre l'intégration au SI global. Donc, ces usages-là, ces demandes et ces usages des outils nous amènent à s'intégrer de manière encore plus forte dans le SI. On le voit maintenant avec Microsoft 365 désormais. C'est Outlook, c'est Teams, c'est des SharePoint, c'est des planners et Power BI intégré dans tout cet écosystème. En fin d'ouverture, d'introduction, on voit aussi que Microsoft favorise vachement ça. Maintenant, il n'y a plus des présentations exclusivement Power BI. Pour Microsoft, c'est quand même beaucoup plus, c'est la Power Platform. Pas plus tard que vendredi, d'ailleurs, Evan et Sandra étaient présents au Power Summit à Paris. Ils mettent en avant cet ensemble de cet écosystème, avec aussi d'ailleurs Dynamics qui traîne, toute la suite Power Platform. Et Power BI est finalement un des chaînons de cette chaîne. Et je pense qu'il est important pour nous, pour répondre aux besoins de nos clients, de bien maîtriser cet écosystème en entier, pour maîtriser, pour atteindre les objectifs et puis délivrer un projet de qualité à nos clients. Donc voilà cette introduction à cette ouverture à la Power Platform qu'on va vous présenter. Et Evan, je te laisse la main sur la présentation de la Power Platform. Ok, donc je ne connais pas vraiment votre niveau d'appétence par rapport aux outils de la Power Platform, mais peut-être revenir sur les outils ou Power BI qu'on ne présente plus. Power Apps qui va être très utile, on va dire, pour avoir tout un tas d'interactions au sein avec le métier. Power Automate qui va permettre d'automatiser, merci. Virtual Agents qui va vous... Non, j'ai fait une bêtise, oui. J'ai enlevé le doigt et j'ai enlevé la diapo. Donc...
Ouais, bon, là, ça va, je pense qu'on voit vite de quoi. Toi là pour regarder en face ce qu'ils disent. Power Virtual Agent, c'est en fait ce qui va vous permettre de faire notamment des chatbots et puis qui va utiliser de l'IA en fait pour pouvoir créer des petits automates, on va dire, de réponse notamment. Et Power Pages, qui avant faisait plus ou moins partie de Power Apps et qui permet de faire des sites type vitrine assez rapidement, assez facilement. Et puis ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails pour Dataverse et AI Builder, mais Dataverse, en gros, permet de centraliser, on va dire, toutes les données de la Power Platform et va pouvoir être utilisé par d'autres outils. Et après, il y a tout plein d'histoires de coûts. On pourra revenir après si ça vous intéresse sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est un outil très, très puissant, Dataverse, qui est notamment très utilisé pour les Power Apps. Voilà. Donc, après, j'ai fait des petites slides sur chaque outil. Mais Power BI, je ne vais pas rentrer dans le détail. Power Apps, pour ceux qui n'en ont jamais fait, il y a différents types d'applications. On va avoir des applications qui vont permettre directement on va pouvoir générer des applications directement à partir des données, ce qui s'appelle des Model Driven Apps. Et pour le coup, il n'y a pas énormément de customisation visuelle. C'est vraiment juste, c'est pas le cas de celle-là, c'est l'autre type, celle-là. Ça va juste être de la restitution sous forme de tableau avec la possibilité de rentrer de la donnée, mais c'est pas, disons que c'est pas pour créer des apps customisables, on va dire. Et ça, c'est les canvas, donc c'est des applications où on peut choisir vraiment n'importe quelle taille d'écran, on peut choisir n'importe quel élément, on peut aller importer des éléments depuis Internet, donc vraiment une certaine liberté. Et voilà, Power Automate, donc pareil pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est un système d'automatisation de tâches avec des entrées-sorties. Et en gros, en restant dans le cadre, je ne peux pas dire gratuit, mais sans passer dans des licences premium, on peut quand même faire un tas de choses très utiles. Alors, moi, je l'utilise principalement pour Power Apps, pour tout un tas de raisons, mais c'est très utilisé aussi pour de la gestion bureautique, notamment pour faire des traitements automatisés. Par exemple, si vous faites des traitements tous les jours manuels, il est possible d'automatiser ces traitements avec de la reconnaissance de texte, avec la possibilité d'interagir avec les fenêtres. Donc, voilà. Et on peut connecter, alors après, ça peut devenir payant, effectivement. Enfin, en gros, on peut arriver sur des licences payantes à d'autres outils externes comme Salesforce. J'ai mis Azure, même si c'est Microsoft, c'est souvent premium. Le Dataverse, Amazon, enfin voilà, j'en ai cité quelques-uns. Et je précise aussi qu'il y a énormément dans Power Automate, il y a énormément d'API, en fait, on va dire de connecteurs externes qu'on peut utiliser et qui ne sont pas avec un petit diamant premium, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les utiliser. Mais dans la grande majorité des cas, en fait, ils vous demandent des API keys pour justement les utiliser. C'est là que ça devient assez cher. Le coût est déporté. L'utilisation de l'appel à l'API, Microsoft ne le facture pas, mais le client tiers, lui, a une facturation dès qu'on lui fait une requête en API. Donc finalement, le connecteur est gratuit, mais il faut faire attention que le coût est déporté, il est ailleurs. Ouais. Donc voilà, donc nous on n'a pas trop utilisé ces connecteurs-là, mais ça aurait été bien utile pour certains. En restant dans l'écosystème Microsoft, avec les SharePoint, les OneDrive, on arrive à faire beaucoup de choses gratuitement. Voilà, c'est ça. Gratuitement, ça demande quand même d'avoir des licences Microsoft 65 pour pouvoir accéder aux applis. Mais nous, on avait justement le challenge, mais je vais revenir plus dessus après. On avait le challenge pour des clients de ne pas passer sur des licences premium, en fait, et du coup de devoir se débrouiller, par exemple, avec des bases de données type SharePoint, de ne pas utiliser des connecteurs payants aussi. Donc, tout ça, en fait, on a réussi à finalement aller assez loin tout en restant dans la gratuité, on va dire. Et donc, franchement, c'est pas mal. Ensuite, Virtual Agent, on ne l'a pas trop utilisé, mais voilà à quoi ça peut ressembler, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au chatbot. Donc, on voit toujours, ça se ressemble visuellement, c'est toujours un petit peu la même charte graphique, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment, ça va utiliser l'IA pour pouvoir programmer un petit peu des discussions. Et Power Pages, donc voilà.
création de site web. Voilà, en low-code. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais en low-code, du coup, ce qui permet à des gens qui ne font pas forcément beaucoup de programmation d'assez vite arriver à des résultats concluants. Et donc, voilà, j'ai fait une petite diapo rapide sur les liens, parce qu'en fait, on peut faire des liens assez facilement entre les 3 principaux outils, on va dire, si je compte pas Dataverse de la Power Platform, que sont Power Apps, BI et Automate. Et donc, par exemple, on peut utiliser Power Apps dans Power BI pour faire de la saisie de données, pour ceux que ça intéresse, voilà. L'inverse, tout simplement mettre des rapports Power BI dans du Power Apps. Typiquement, enfin, quand on fait des projets BI, il n'est pas rare. On nous demande toujours, moi, le métier, je veux saisir pas grand-chose, mais j'ai 10 valeurs, un KPI d'objectif, une tendance, saisir quelques informations. On se retrouve souvent avec un fichier Excel et à trouver une manière de l'intégrer dans notre système BI. Là, finalement, un petit formulaire de saisie dans Power Apps qu'on encapsule de manière totalement native dans le rapport Power BI et le tour est joué. On arrive comme ça à créer la saisie de données dans la BI, ce qui est normalement quelque chose qu'on ne fait pas. Mais on le fait rentrer par Power Apps et il va être bien stocké dans notre entrepôt de données et pouvoir être utilisé en direct query et remonter instantanément dans le rapport. Voilà. On peut aussi utiliser Power BI dans Power Automate en automatisant notamment le refresh des flux. Et c'est quelque chose qu'on avait vu lors du dernier Club Power BI à Lyon, d'ailleurs, sur la gouvernance. On a essayé de mettre les cas d'usage sur les flèches pour vous montrer, parce que des fois, c'est pas simple, à force, tout s'interconnecte. Ouais, mais quels sont les bons cas d'usage qu'on a trouvés il y en a des moins utiles, des plus utiles, voilà. Quand tu parles de refresh de flux, c'est quoi que tu appelles flux? C'est des flux Azure Data Factory, par exemple Non, des flux Power Automate. Des flows, en fait. Et c'est possible de les refresh directement à l'intérieur d'un rapport Power BI. Un bouton qui déclenche. Déclenche. Après, le Power Automate peut faire plein de choses. Donc, il peut refresh, par exemple, un dataset de Power BI. Il pourrait faire, je sais pas. On va lancer un pipeline Azure Data Factory. Ouais, exactement. Dans l'idée, si c'est dans le Power Automate, oui. Ouais. Oui. Donc voilà, avec les alertes. Et puis utiliser Power Automate à l'intérieur de Power BI donc, pour faire de l'analyse des exécutions et voilà, des triggers depuis un rapport. Ah oui, donc ça c'est les 2 utilisations principales qu'on a fait dans les projets, on utilisait Power Apps en tout cas. C'est l'automatisation des déploiements et utiliser Power Automate tout simplement dans une Power App, déclencher en fait des flux à l'intérieur de Power Apps. Donc voilà. Ah, il y a une question, pardon. Juste une petite question, alors c'était plus sur le lien entre Power BI et Power Apps. Moi j'ai beaucoup de problèmes pour faire marcher justement le côté, j'ai une app dans Power BI et je veux récupérer par exemple, en fait on est obligé de mettre pour que ça marche un champ de données. En fait la donnée dans Power App je la récupère jamais. Il y a normalement c'est le champ Power BI Data Intégration, je sais pas trop quoi. Ce lien-là, alors je ne sais pas si c'est bugué, c'est moi qui l'utilise mal, j'ai essayé de chercher de la doc, des choses comme ça. En fait, par exemple, j'ai envie de faire une saisie, j'ai envie que ce soit pré-rempli par certains éléments dans mes. Non, par rapport au data. Par rapport au rapport et ce qu'il y a dans l'app. Oui. Les data qui sont à l'intérieur de l'app, à l'intérieur du rapport. Ouais, ça c'est. Et en fait, à la base, il y a un truc, mais il y a un truc qui est fait pour ça. En plus, on est obligé de mettre un champ du rapport Power BI pour que l'app marche. Alors en fait, ce champ, il sert à rien. C'est pour instancier en quelque sorte l'objet. Oui, je vois. Mais je trouve ça trop dommage. C'est très frustrant en fait. Parce que ne serait-ce que. Tu ne peux pas pouvoir l'exploiter ce champ finalement. Bah ouais, exactement. C'est juste ça. Mais du coup, c'est pas moi qui fais quelque chose de mal, ça ne marche pas, ou c'est pas prévu pour ça en tout cas. Dommage. C'est pour être sûr. Ok. Ouais. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le but de la session, c'est un overview. On ne va pas rentrer trop dans le détail. C'est pas l'objet de faire des rex. Non, mais c'est juste. Donc là, on a une forme de. Là, on va passer sur un autre aspect et on va élargir, mais juste sur la Power Platform. Enfin, si vous avez une question ou deux, c'est le moment. Puis après, j'enchaîne. Quelqu'un qui justement venait de faire une réflexion là-dedans, vous positionnez où Dataverse parce que ça fait partie implicitement sans être un. Je pense qu'on peut dire que c'est un outil, mais c'est quand même une pierre importante dans la Power Platform.
vous allez en parler un petit peu ou... Non, là, aujourd'hui, non. En plus, on n'a pas eu trop l'occasion d'expérimenter sur des cas concrets parce que très vite, les coûts sont exponentiels, c'est faramineux. Et l'idée, c'est qu'on s'appuie sur, soit sur, alors, pour réduire les coûts, sur des SharePoint lists, des choses comme ça, ou alors sur l'entrepôt traditionnel de données, le data warehouse qui est existant. En fait. Après, je pense que la data warehouse, si on le met en place, il faut le voir encore beaucoup plus large, avec l'interconnexion avec le CRM Dynamics, avec des choses comme ça, parce que sinon, le coût est... On parlait tout à l'heure un peu comme pour les solutions Data Lake, Purview, Databricks, tout ça. Si on ne le voit que sur un petit cas d'usage, le coût est trop élevé par rapport à l'usage. Ok. Ok. La seconde partie là, de l'échange qu'on voulait avoir aujourd'hui, c'est en fait un projet BI, c'est toute une suite d'outils, de solutions et de profils. Et je pense que ça va aller en augmentant avec le temps. C'est-à-dire qu'avant, on a toujours traditionnellement, on faisait de la MSBI là, depuis 10 ans. On a tous fait beaucoup de SSIS, un peu des cubes multidim à l'époque. Et ça commençait déjà à devenir complexe de maîtriser dans le détail SSIS, du cube multidim avec le MDX qui n'a jamais été très simple, et Report Builder, SSIS, ainsi de suite. Donc il y a cet écosystème, on va dire d'une manière ou d'une autre, qui existe toujours. Maintenant, on parle Data Factory, les cubes tabulaires, les datasets premium Power BI, l'un ou l'autre, ou les deux, du Power BI. Après, il y a de l'embedded, il y a plein de choses. Donc il y a tout ce monde décisionnel existant qui évolue beaucoup. Il y a le mode un peu plus transactionnel, la Power Platform, qui va permettre de faire des écrans de gestion pour améliorer des process ou créer quelques applications de métier. Et on voit que Power BI est aussi dedans, finalement. Et au-delà de tout ça, il y a en complément, il y a aussi parfois c'est le dernier pavé en bas à gauche. Il y a des applications sur mesure, que ce soit des applications de gestion ou même des sites web, des portails qui existent, des intranets, des choses comme ça. Et il nous est demandé d'encapsuler des bouts de rapport ou des KPI là-dedans. Ce qu'on veut là, l'ouverture qu'on veut faire, c'est que maîtriser tout ça, c'est pas sur une seule personne. Les équipes commencent à grandir au sein d'une DSI ou d'une BU. Il y a de plus en plus de personnes qui interviennent avec différents profils. Donc beaucoup de techno, beaucoup d'intervenants. Si on ne met pas un peu de gouvernance ou un peu de bonnes pratiques et de process, ça devient compliqué. Et donc, il y a des solutions qui émergent et puis qui existent depuis un moment, moins sur les aspects BI. Justement, c'est l'ouverture qu'on veut donner aujourd'hui. Vous m'aviez mis des petites... Voilà. Tout ça s'interconnecte beaucoup. Je vais laisser du coup la transition à Sandra pour faire un peu le constat, que je viens un peu rapidement d'évoquer, mais le constat, quelles sont les éventuelles solutions, les enjeux à couvrir, et voir si à la fin, on finira par une forme de conclusion avec des avantages et des inconvénients qu'on aura pu déjà découvrir, et puis ouvrir ça sur une question, un échange avec vous. Le constat, c'est un peu ce que disait Clément, hein. Il y a beaucoup de profils, donc des développeurs, des chefs de projet, des architectes de données, etc. Et il y a toute une suite d'outils. Ça, c'est ce que disait Clément. Si on va plus précisément dans le constat, on peut avoir par exemple le travail collaboratif qui peut être difficile. Si on prend par exemple Power BI, on a chacun notre petit Power BI dans notre coin et qu'on essaye un peu de travailler ensemble sur le même rapport, c'est compliqué. Manque de visibilité sur la cohérence entre les environnements. Donc effectivement, si je reprends l'exemple de Power BI, si on prend une version et qu'on le publie manuellement en dev, en recette, en prod, on peut très vite avoir des doutes, sauf si on est seul sur le sujet. Si on est plusieurs, on peut très vite avoir des doutes sur est-ce que la prod elle est bien décalée avec la recette, ce genre de choses. Les erreurs humaines coûteuses, nous par exemple jusqu'à récemment, on utilise toujours les cubes SSAS, mais jusqu'à récemment, pour faire nos MEP des cubes, on allait modifier à la main les sources de données pour bien publier les bons scripts sur les bons environnements. Et ça nous a valu des gros problèmes, parce que forcément, comme on est humain, des fois, on tape mal. Et on se retrouve à passer des scripts un peu corrompus. Il y a aussi l'inclusion d'un nouveau développeur dans un projet. Si on n'a pas un process bien établi, forcément,
c'est compliqué de transmettre à quelqu'un de nouveau. Alors, pour faire les cubes, en fait, là, tu changes ta source à la main. Les rapports Power BI, c'est l'autre qui est en train de travailler, etc. Bon. Et là, je répondais, la réponse, c'est pas la doc, parce que le fer de lance parfois de certaines personnes, il faut qu'elle existe. Mais quand on dit au nouveau développeur, voilà, tu as la to-do list, il y a 28 points. À un moment, sur 28 points, ils peuvent forcément se tromper sur une étape, en louper une ou faire un amalgame et faire une petite faute de frappe. Donc, je pense que si on voit qu'on fait une doc et qu'il y a trop de points comme ça, c'est que le process finalement, on a documenté un process qui est manuel, donc il faut voir pour l'automatiser. Ouais. Et action humaine répétitive et chronophage, si on reprend l'exemple des scripts de cube, à chaque fois, c'est toujours les mêmes sources de données qu'on vient remettre à la main, on perd du temps, etc. De ces constats, ces constats qui sont des limites, finalement, ça va un peu à l'encontre des enjeux qui sont listés ici. Donc, améliorer le niveau de performance et de productivité. Forcément, si on perd du temps à écrire des choses à la main ou à développer chacun dans son coin, on peut perdre du temps. Ça revient à ce que je disais après, réduire le temps des développements et des déploiements. Après, faciliter la transmission de connaissances avec l'intégration d'un nouveau collaborateur. Pareil, et c'est pas facile d'inclure quelqu'un dans un projet si chacun a un peu sa tambouille de son côté. Faciliter le travail collaboratif, travail d'équipe. Ouais, je pense que j'ai pas grand-chose à dire. Et du coup, on va dire, pour s'affranchir un peu de ces limites et répondre aux enjeux, une solution, ça peut être justement de mettre en pratique DevOps, notamment avec l'approche CI/CD. Donc, Ivan, il va un peu détailler. DevOps, quand on a des gens, des développeurs, ça fait 10 ans qu'ils... DevOps sur les dev web, ça existe depuis longtemps. Sur de la BI, encore aujourd'hui, on ne travaille pas à deux sur un rapport Power BI. Hein. Ça ne marche pas, il n'y a pas de fusion, de merge, de gestion de conflits. C'est pas fait pour. Donc en fait, c'est pour ça que notre titre, on a voulu mettre l'émergence de DevOps sur les couches BI. Ça existe, maintenant il y a Azure DevOps qui se développe. On peut commencer à faire des choses et industrialiser certains process, travailler mieux de manière collaborative. Il y a des limites. Hein, il grince des dents encore. En fait, c'est juste sur le CI, le vrai problème. Parce que build, test, merge, Power BI, c'est tout ou rien. Ouais, c'est ça. Mais là, voilà, encore une fois, puis on voulait sortir. Il n'y a pas que Power BI, il y a maintenant, on fait beaucoup de data factory. Il y a encore quand même des cubes qui traînent, des datasets, Power BI. Voilà, il y a tout un ensemble de choses. Bon, est-ce que DevOps peut couvrir tout ou partie? C'est un peu ce qu'on va essayer de répondre. Voilà. Donc, je vais rappeler un petit peu, on va dire, le fonctionnement du CI/CD, mais vraiment dans les grandes lignes, parce que je pense que la majorité sont à peu près au courant. Mais donc, il y a deux parties, effectivement, CI/CD, CD pour delivery ou deployment d'ailleurs. Et CI, ça va être, on va dire, toute la partie collaborative en amont de la vraie distribution d'un projet. Et ça va être la possibilité de versionner son code notamment et de pouvoir intégrer chaque partie d'un code ensemble. Et effectivement, on va voir que en fonction de ce qu'on fait dans la BI, c'est pas forcément tout à fait au point. Et puis après, il y a la partie delivery deployment qui est de faire en sorte que tout soit automatisé pour que ça se passe normalement sans pépin. Et j'en ai pas parlé, mais évidemment, à chaque phase, il y a des tests et tout le temps des tests. Et puis, c'est la possibilité d'automatiser ces tests. Des tests et ou des points de validation. Des points de validation, voilà, des points d'approbation. Et donc, dans Azure DevOps, il y a différents outils qui sont proposés, en fait, et notamment le deuxième et le troisième qui vont être très utiles pour la partie CI/CD, un petit peu le quatrième aussi. Le premier, alors nous, on ne l'utilise pas vraiment dans nos contextes-là, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vraiment la partie collaboration, gestion de projet, Azure Boards. Kanban, en fait, c'est vraiment du Kanban classique, mais qu'on va avoir la possibilité de relier en fait, avec d'autres éléments de la suite Azure DevOps.
et notamment des plans de tests. On va pouvoir relier en fait des parties du Kanban à des branches du Git avec le Azure Repo. Et voilà, avec des déclenchements de flux, etc. Enfin, tout est interconnecté, c'est pour ça que c'est assez pratique. Azure Repo, donc, qui est vraiment la partie Git, voilà, gestion de version des projets. Pipeline, qui est vraiment le cœur, on va dire, du CI/CD au sein d'Azure DevOps, et qui va permettre de vraiment automatiser les tâches, alors pas que le déploiement, nous on l'utilise principalement pour le déploiement, mais qui va permettre d'automatiser voilà, les tâches de déploiement et de faire en sorte que de répondre un petit peu aux enjeux que citait Sandra tout à l'heure, qui sont d'éviter un petit peu les erreurs humaines et les tâches vraiment répétitives, chronophages, voilà. Et puis après, il y a la partie test, donc ça va être du test continu, enfin, voilà, toutes sortes de tests qu'on peut mettre à différents niveaux de notre workflow. Et la partie artefact, donc ça va être plus pour créer des artefacts qui vont pouvoir être utilisés ensuite dans les pipelines, dans les tests. Donc soit des artefacts qui viennent d'Azure DevOps, soit des artefacts de Maven, de NPM, de ce genre de choses. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple très rapide. Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet de la Power Platform, mais c'est vraiment juste pour un petit peu illustrer ce que je disais avant de revenir dans la Power Platform. Mais le concept, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est de travailler principalement dans la branche de développement. Et les développeurs n'ont normalement pas du tout accès aux tests et à la production dans cette logique-là. Et à travers un jeu d'échange entre du test, des validations et de la création de branches, c'est la partie CI, on va pouvoir aboutir à un résultat qui nous plaît, et ensuite, dès qu'on veut que ce soit testé ou mettre en production, c'est fait automatiquement avec des batteries de tests, avec des approbations, et il n'y a plus besoin d'aller changer en fait tout un tas de paramètres et de faire ça à la main. En fait. Si on a bien mis les choses en place, ça se fait tout seul. Et voilà, je n'ai pas précisé, mais derrière, il y a un monitoring qui est présent à toutes les étapes. Et voilà, nous, c'est vachement pratique pour ça, de pouvoir un petit peu surveiller ce qui se passe, voir quand ça marche pas, où est-ce que ça marche pas précisément. Enfin, c'est vraiment très complet. Et du coup, pour parler un peu plus d'un exemple sur lequel on a travaillé, c'était on a voulu faire du CI/CD en fait, enfin surtout du CD pour le coup, avec les cubes tabulaires SSAS. Et donc c'est une solution qui n'existe pas vraiment en fait nativement au sein d'Azure. Et du coup, on a dû utiliser. Il y avait la possibilité entre plusieurs outils, mais Tabular Editor le fait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, Tabular Editor met à disposition un CLI qui permet donc un Command Line Interface, qui permet donc de reproduire avec des commandes à peu près tout. Je dis pas tout, mais à peu près tout ce qu'on peut faire avec du clic-souris dans l'outil Tabular Editor, et notamment le déploiement des cubes. Et donc, voilà, nous, on s'est un petit peu penché sur la question, et on s'est dit, ce serait intéressant d'utiliser les pipelines pour passer à travers ce CLI pour pouvoir déployer nos cubes dans différents environnements automatiquement, et avec des approbations. Donc là, on voit, je ne vais pas rentrer dans les détails avec les histoires d'artefacts, de build, etc. Mais disons que automatiquement, en fait, on peut paramétrer la chose, et on voit que c'est pas grand. Hein, la pipeline, elle a 2 étapes. Hein, c'est vraiment juste du CLI, mais ça montre je montre là ici qu'il y a la possibilité de le faire assez facilement. Ça ressemble à ça en gros les pipelines, et on peut comme ça envoyer nos cubes dans différents environnements en modifiant systématiquement les différentes variables. Donc ça va être typiquement les différentes sources de données, et puis les environnements de destination, enfin les instances Azure de destination. Et donc ça, c'est un exemple qui permet d'utiliser un petit peu des outils comme Tabular Editor que vous connaissez sûrement pour d'autres aspects. Et c'était vraiment très très pratique pour cette partie-là. Juste pour vous compreniez, pour bien vous présenter, donner un exemple, je suis dans Visual Studio, je fais évoluer mon modèle.bim. Donc j'ai créé une branche Git associée à ma feature. Et ça vous apportionne. Bon, après ça. Où est-ce que tu rêves? J'archive mon code, et c'est là, à partir de là, où le dev, moi j'ai fini ma partie. Ça part en code review. Il y a comme ça 2 autres collègues, nous, par exemple, on a mis ces règles-là en place, 2 autres collègues qui vont vérifier un petit peu si mon code paraît correct.
À partir du moment où ils acceptent, ça émerge dans la branche de dev, donc automatiquement, ça build Artifact, ça déploie en dev. Là, on peut automatiser, si la dev est validée, automatiquement, ça part en recette. Si la recette est validée, automatiquement, ça part en pré-prod. Et si la pré-prod est validée, automatiquement, ça part en prod. Et là, de cette manière-là, déjà, le dev, il n'est pas intervenu, si ce n'est dans le portail web DevOps par des clics-boutons sur des schémas. C'est d'ailleurs plutôt le chef de projet ou le CP métier qui peut donner son approbation. Et on garantit vraiment que ce qui a été validé en recette, c'est exactement ce qui va partir en pré-prod et en prod. Si entre-temps, j'ai continué à faire d'autres devs ou d'autres choses, c'est pas ça, c'est sur une autre branche. Et c'est à ce moment-là où ça... Là, tout à l'heure, quand on parle d'agilité, ça, c'est beaucoup de choses qui sont dans l'air du temps. On nous demande d'agilité, il faut faire des sprints à la semaine. Si on ne s'outille pas d'outils comme ça, c'est très compliqué. Le développeur, il doit faire tout dans des coins, il se fait des notepads dans un coin avec le script du jour, celui du projet pour demain. Donc, grâce à ça, en fait, ça a vraiment aussi donné une facilité au développeur lui, il fait son évolution. Une fois qu'il a archivé, il peut passer au sujet suivant. Ça va suivre son cours. Si ça prend 3 semaines, ça prend 3 semaines. Mais lui, en attendant, c'est exactement ça qui va partir en. Voilà. Ok. Ouais. Et donc, rapidement, pour faire une transition là-dessus et donner la main à Sandra, on a aussi cette possibilité-là pour Power BI, mais intégrée à Power BI. Qui peut être fait dans DevOps, mais pour le coup, Power BI a développé, a encapsulé ça directement dans le portail APP. Mais en fait, on peut le faire des deux côtés. Oui, bien, par exemple, là, il y a une capture d'écran d'un pipeline qu'on a mis en place pour un client. Donc, en gros, on a différents rapports. On a pu faire ça avec différents types de rapports, les rapports paginés ou pas. Et en fait, c'est vrai que grâce au pipeline, déjà, c'est encapsulé dans Power BI et c'est vrai que c'est très user-friendly. Peut-être qu'on en parlera après quand on va évoquer les limites, mais DevOps, c'est vrai que c'est quand même un gros outil avec beaucoup de fonctionnalités. Une fois que c'est pris en main, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages, mais à la différence, Power BI, il y a beaucoup de clics-boutons, c'est très intuitif. Et ça nous permet concrètement de voir la cohérence entre nos environnements là, grâce aux petits tics qui sont ici là. D'ailleurs, depuis le mois dernier, ou il y a 2 mois, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir l'historique. Donc en gros, toutes les actions qui ont été faites avec le pipeline. Donc, en gros, grâce à ça, on fiabilise nos déploiements. On n'a plus besoin de télécharger le PBX, changer la source, remettre dans le bon environnement, etc. Et puis surtout, on sécurise. On a pu mettre en place un compte de service, etc. Voilà, c'est toujours dans la continuité un peu de la CI/CD, enfin CD du coup, plus ici, mais du coup hors DevOps aussi, hors Azure DevOps. En même temps. On a fait une liste un peu de points, en gros, un mélange d'avantages, inconvénients de notre retour d'expérience à nous sur ces outils-là, concernant nos mises en production, par exemple. Grâce à DevOps ou même grâce au pipeline Power BI, c'est vrai qu'on va plus vite, c'est plus efficace et c'est plus sûr. Voilà, on n'a pas forcément besoin de transmettre aux autres une liste de docs en 15 points, il faut cliquer là, en un clic c'est fait. Voilà. Après, c'est ce que je disais juste avant, prise en main facile et intuitive pour Power BI, ça c'est plutôt un avantage. A contrario, DevOps, un peu moins. C'est vrai que DevOps, après, voilà, c'est aussi c'est devenu un métier le DevOps, mais c'est vrai que l'outil Azure DevOps peut être un peu dur à prendre en main au début. Et puis après, on s'y fait vite, hein, mais c'est surtout en comparaison en fait, avec le côté CD de Power BI intégré. Donc, c'est pas. Après, DevOps est beaucoup plus complet pour le coup. C'est vraiment pas mal. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé parce que voilà, c'est pas non plus centré sur Azure DevOps, mais il y a la possibilité de comparer le code en fait dans la partie CI, qui est de voir un petit peu qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'il y avait avant. Et tout ça est automatisé, voilà, et inclus dans l'interface.
Donc c'est quand même assez pratique. Et notamment pour les cubes, là on parle de JSON parce que c'est du modèle.bim, mais ça permet de voir directement qu'est-ce qui a été rajouté, quelle mesure, etc. Les outils low-code, voilà, tout est dans le bon. Hein. Il n'y a pas eu besoin, moi j'ai pas eu besoin de faire énormément de code de mon côté et pour Power BI non plus. La bonne visibilité de la cohérence entre les environs, clairement, si je prends les pipelines pour BI, c'est un avantage qu'on a gagné, qu'on n'avait pas du tout avant en fait. On n'avait pas un outil qui en un regard nous donnait la situation actuelle du sujet. Donc c'est plutôt un avantage ça. Collaboration améliorée grâce au CI. Ouais, collaboration améliorée grâce au CI dans DevOps. Donc voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est toute la partie repo, gestion de branches et puis intégration continue en fait. Dans le repo, aujourd'hui, on a fait un projet BI où on a mis le Data Factory, les cubes tabulaires, on l'a pas fait parce que c'était pas pris en charge correctement, mais on aurait pu même mettre les PBX Power BI pour centraliser finalement comme un lieu de stockage d'archivage. Et toute la base de données, tous les scripts, enfin tout ce qui est SQL, la base de données. Ce qui fait qu'en fait, tout est recentralisé à un seul point. Et finalement, quand on met en prod un sujet, c'est un peu de SQL, un peu de Cube et un peu de Data Factory. Et ça part, déjà c'est tout au même endroit et ça part ensemble. Donc si on a, à la fin, dans le monde idéal, si on a tout automatisé, chaque brique va bien se déployer automatiquement. C'est ça, le côté la collaboration, tout est au même. Le data engineer qui est très Data Factory, avec le data analyst qui est plus Cube ou Power BI, et au final, tout se recentre au même endroit et ça facilite la collaboration entre les équipes. Voilà, donc après on a mis aussi DevOps, c'est plutôt Azure DevOps CI/CD qui est vraiment bien fait pour le coup pour les développements d'applications traditionnelles et typiquement du C#, mais ça peut être un peu tout. C'est vraiment fait pour et on a mis ce pour-là pour comparer au point d'après, qui est que pour la partie plutôt Cube et rapport Power BI, c'est vrai que la partie CI n'est pas encore forcément bien développée. Voilà, après c'est quelque chose, on voit que par exemple la gestion des déploiements à l'intérieur de Power BI, c'est quelque chose qui est très récent, je ne sais pas si ça date d'à peu près un an, donc c'est vraiment en évolution constante. Je pense que vous êtes bien placé à le savoir. Une limite là-dessus, c'est vraiment ce que disait Thomas sur Power BI, mais les cubes, on a été très surpris, c'est du JSON, mais .bim derrière, et même ça, la gestion des conflits, et puis pour identifier ce qui a été ajouté, il identifie très bien ce qui a été ajouté et supprimé, mais quand il doit faire un merge, il s'embrouille avec l'indentation et il imbrique mal les choses. Donc je pense qu'ils vont continuer à travailler dessus, mais les premiers pas y sont, on arrive à identifier ce qui est en plus en moins, mais quand on lui dit fusionne ça, ça marche pas encore de manière optimale. Voilà. La dernière fois, on avait mis process plus rigide, donc moins flexible. C'est un peu un mal pour un bien, c'est-à-dire que finalement, en industrialisant ces process-là, on ne peut pas arriver un matin et faire une intervention en prod comme ça. Donc bon, tant mieux, entre guillemets, mais pour certaines urgences ou certains cas particuliers, des fois, ça peut être un frein. Bon, c'est juste un point qu'on a noté. La fameuse intervention en prod du lundi matin, un petit en vitesse. Pour moi, il faut mettre 2 collègues dans le coup qui valident notre code review et on peut aller assez vite, mais il y a des garde-fous parfois nécessaires finalement avec un peu de recul. Voilà. Moi, ça m'amène une question de développement des rapports Power BI sur Power BI Desktop et de versionning justement, possible ou non. J'ai essayé plusieurs fois de trouver une solution sur comment versionner mes rapports Power BI pendant que j'ai développé. Et la seule solution, c'est de faire un CFS. Enfin, que j'ai trouvé. Il est très facile. OneDrive. OneDrive avec du versionning, ouais. Oui, mais à la main, c'est. Oui, voilà. Versionning du À la PBX. main, Ouais, alors voilà. Je sais pas, justement, Là maintenant, les réponses. réponses, on peut mettre ça dans le Mes rapports, ça fait des années que je fais ça. C'est dans un Git ou un truc. Et du coup, je peux revenir en arrière, il y a une branche de dev, je fais un merge, enfin pull request et compagnie.
Alors, le seul problème, c'est qu'il faut activer le lob storage, parce que comme c'est des gros fichiers, Oui. c'est mal géré. Par contre, il n'y a pas de différenciation. On ne peut pas voir la différence entre l'ancienne et la nouvelle version. On peut revenir en arrière en un clic, déployer automatiquement depuis des webs. Du versionning de fichiers, finalement. Oui, en plus, on peut mettre le PBIT à la place. D'accord. Ah oui, comme ça, ils n'ont pas les données. Après, sans faire du Azure DevOps, du coup, il y a effectivement les fonctionnalités natives de SharePoint et OneDrive sur la partie versionning, avec en activant les check-in, check-out. Ça évite d'avoir à développer. Alors, c'est pour un juste usage, hein, voilà, parce que même les limites après de stockage de SharePoint, tous les PBIT, mais voilà. En fait, Ça marche. Et... Moi, ce que je te propose, c'est qu'on. Merci pour cette intervention. Déjà, merci beaucoup.